J'ai 78 ans et je n'aurais jamais imaginé que la vie me réserverait une trahison aussi douloureuse que celle que j'ai vécue il y a quelques mois. Mon nom est Margaret, et pendant toute mon existence, j'ai toujours été une femme de principe, de famille, de celle qui croit que le sang est plus fort que n'importe quoi dans ce monde. J'ai élevé mon fils seul après que mon mari soit décédé dans un accident de travail quand le garçon n'avait que 5 ans. Ce furent des années de lutte, de travailler à 2, parfois 3 emplois pour donner une éducation, de la nourriture et de la dignité à cet enfant qui était tout pour moi. Quand mon fils a grandi, il a rencontré une femme nommée Béatrice, et ensemble ils ont eu mon petit-fils, le petit Raphaël. Ce garçon était la lumière de mes yeux, ma raison de continuer à vivre après tant de souffrances. Mais la vie, comme elle le fait toujours, a décidé de me tester à nouveau. Mon fils et Béatrice se sont séparés quand Raphaël n'avait que 7 ans, et c'est là qu'a commencé une horrible bataille judiciaire pour la garde de l'enfant. Béatrice a emmené mon petit-fils loin, dans un autre département, et pendant des années je n'ai pu le voir qu'à des dates spécifiques, toujours avec supervision, toujours avec des restrictions. Les années ont passé et Raphaël a grandi loin de moi. Quand il a eu 18 ans, il a finalement pu prendre ses propres décisions, et pour ma joie, il a décidé de se rapprocher à nouveau. Nous parlions au téléphone, par message, et il me disait toujours combien sa grand-mère lui manquait, combien il voulait reconstruire notre relation. Moi, bien sûr, avec ce cœur de grand-mère idiote, je croyais chaque mot. Pendant toutes ces années, j'ai rencontré Arnaud, un homme merveilleux, veuf comme moi, qui est devenu mon compagnon. Nous ne nous sommes pas mariés officiellement, mais nous vivions ensemble depuis presque 15 ans, partageant joie, tristesse, factures et rêves. Arnaud avait quelques problèmes de santé, du diabète et de l'hypertension, mais rien qui ne soit contrôlé avec des médicaments et des soins. Il était mon havre de paix, mon meilleur ami, et je prenais soin de lui avec toute la tendresse qu'une femme peut avoir pour son compagnon. Raphaël connaissait Arnaud, bien sûr, mais il n'a jamais montré beaucoup d'intérêt à créer des liens avec lui. J'ai toujours pensé que c'était juste la distance, la séparation des parents, des choses normales pour un jeune qui avait traversé tant de choses. Et maintenant, avant de continuer mon histoire, je veux faire une pause ici pour vous demander quelque chose à vous qui m'écoutez en ce moment. Laissez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux savoir d'où vous venez, je veux sentir que je ne suis pas seule dans cette douleur, qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui peuvent comprendre ce que j'ai vécu. Alors s'il vous plaît, commentez votre ville maintenant, et continuons ensemble cette histoire qui me fait perdre le sommeil toutes les nuits. Bon, pour en revenir à ce que je racontais. Il y a environ 8 mois, Raphaël m'a appelé en disant qu'il traversait des difficultés financières. Il avait perdu son emploi, avait des dettes accumulées et avait besoin d'aide de toute urgence. Comme n'importe quelle grand-mère le ferait, mon cœur s'est serré. J'ai parlé avec Arnaud, et ensemble nous avons décidé d'aider le garçon. Nous avions un peu d'argent de côté, les économies de toute une vie de travail et de sacrifice. Nous n'étions pas riches, mais nous avions suffisamment pour vivre dignement et encore aider ceux qui en avaient besoin. J'ai transféré à Raphaël initialement 3 000 €. Il m'a remercié avec émotion, a dit que cela sauverait sa vie, qu'il n'oublierait jamais ce que je faisais pour lui. 2 semaines plus tard, il a appelé à nouveau. Plus de dettes, plus de problèmes, plus de désespoir dans sa voix. Et moi, qui ne voyais plus mon petit-fils en personne depuis si longtemps, qui avait tellement manqué ce garçon que j'avais aidé à élever dans ses premières années, je ne pouvais pas dire non. J'ai transféré 5 000 € de plus. Les demandes ont continué. Il y avait toujours une urgence, toujours quelque chose de pressant. Le loyer en retard, l'université, la voiture qui était tombée en panne, une dette avec des usuriers qu'il avait contractés avant de me demander de l'aide. Et moi, comme une idiote, je croyais tout. Arnaud commençait à se méfier, me prévenait de faire attention, disait que tout cela semblait étrange. Mais je défendais mon petit-fils bec et ongles. Comment pouvais-je douter de mon propre sang? Comment pouvais-je tourner le dos au garçon que j'avais un jour tenu dans mes bras? En 6 mois, j'ai transféré à Raphaël presque 40 000 €. C'était pratiquement toutes nos économies. Arnaud était de plus en plus inquiet, non pas pour la question de l'argent en soi, mais pour la façon dont Raphaël avait toujours une nouvelle urgence, une nouvelle tragédie. Mais je n'écoutais pas. Mon cœur de grand-mère parlait plus fort que toute logique, tout bon sens. Un jour, Raphaël m'a appelé en disant qu'il allait finalement mieux, qu'il avait trouvé un nouvel emploi, que les choses s'arrangeaient. J'étais si heureuse.
Je pensais que tout cet investissement, tout ce sacrifice avait valu la peine. Il m'a invité à lui rendre visite, a dit qu'il voulait me voir, me serrer dans ses bras, me remercier personnellement pour tout ce que j'avais fait. J'étais tellement émue par l'invitation. Cela faisait plus de 2 ans que je n'avais pas vu Raphaël en personne. J'ai commencé à planifier le voyage immédiatement. Arnaud ne pouvait pas venir avec moi car il avait des rendez-vous médicaux prévus cette semaine-là, des examens de routine pour contrôler le diabète et la tension. Il a insisté pour que je n'y aille pas seule, que j'attende qu'il puisse m'accompagner, mais j'étais tellement impatiente, tellement heureuse à l'idée de revoir mon petit-fils, que je n'ai pas voulu attendre. J'ai décidé de faire une surprise. Raphaël vivait à environ 700 km de distance, dans une ville plus grande, plus développée. J'ai pris un bus à l'aube d'un vendredi, je n'en ai parlé à personne sauf à une voisine qui garderait un œil sur la maison, et je suis partie pour les retrouvailles dont je rêvais tant. Le voyage a été long, fatigant pour une femme de mon âge, mais chaque kilomètre parcouru augmentait mon excitation. J'imaginais déjà les trains serrés, le sourire de mon petit-fils, peut-être même un déjeuner spécial qu'il aurait préparé pour me recevoir. Je suis arrivée dans sa ville vers 3 heures de l'après-midi du samedi. J'ai pris un taxi et j'ai donné l'adresse que Raphaël m'avait passée des mois auparavant. Pendant tout le trajet, mon cœur battait la chamade de bonheur. Le chauffeur m'a déposé devant un bel immeuble, bien situé, rien qui n'indiquait les difficultés financières que Raphaël avait tant mentionnées. Mais j'ai pensé que c'était peut-être un vieil immeuble avec un loyer bon marché, ou qu'il partageait avec de nombreux colocataires. Toujours en train de justifier, toujours en train de voir le meilleur. Je suis montée jusqu'à son appartement au 5e étage. L'ascenseur était en miroir, moderne, bien entretenu. Encore une fois cette petite pointe d'étrangeté, mais j'écartais les pensées négatives. Quand je suis arrivée à la porte de son appartement, avant même de sonner, je pouvais déjà entendre de la musique forte, des voix, des rires. Beaucoup de voix et beaucoup de rires. Cela m'a laissé perplexe. J'ai sonné 1, 2, 3 fois, mais personne ne répondait. La musique était si forte qu'il ne pouvait probablement pas entendre. J'ai essayé d'appeler le portable de Raphaël, mais il ne répondait pas. Je suis restée là, à la porte, sans savoir quoi faire, avec mes valises à la main, fatiguée du voyage, sentant mes jambes me faire mal après le long trajet en bus. Après presque 15 minutes d'essai, un voisin est sorti d'un autre appartement et, voyant ma situation, m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai expliqué que j'étais la grand-mère du locataire et qu'il ne répondait pas. Le voisin a secoué la tête avec un sourire un peu tordu et a dit que Raphaël faisait une fête depuis la veille au soir, que c'était déjà la 3e fête ce mois-ci, et que les résidents se plaignaient déjà du bruit. Mon cœur a commencé à se serrer. Une fête ? Raphaël n'avait mentionné aucune fête. Il ne savait même pas que je viendrais lui rendre visite ce jour-là. Le voisin, prenant pitié de moi, a sonné de manière insistante et a frappé fort à la porte jusqu'à ce que finalement quelqu'un ouvre. C'était un jeune homme, clairement ivre, qui m'a regardé sans comprendre qui j'étais. J'ai demandé Raphaël et il a crié son nom à l'intérieur de l'appartement. Quelques secondes plus tard, mon petit-fils est apparu à la porte. Le choc sur son visage était visible. Raphaël avait une bouteille de bière à la main, des vêtements chers que je n'avais jamais vus, une montre qui semblait être de ces marques célèbres au poignet. Derrière lui, je pouvais voir l'appartement plein de monde, des bouteilles éparpillées partout, de la nourriture chère sur la table, tout indiquant une fête qui avait certainement coûté beaucoup d'argent. Le même argent qu'il m'avait demandé en pleurant, disant qu'il mourrait de faim, qu'il serait expulsé, qu'il était désespéré. Raphaël est resté sans réaction pendant quelques secondes, puis a essayé de sourire et m'a demandé ce que je faisais là. Sa voix ne montrait pas de joie, elle montrait de la gêne, une surprise désagréable. J'ai dit que j'étais venue lui rendre visite, que je voulais voir comment il allait, découvrir sa maison. Il était extrêmement mal à l'aise, a dit que ce n'était pas le bon moment, qu'il avait une réunion avec des amis, que j'aurais dû prévenir avant de venir. Une réunion avec des amis ? C'était clairement une fête chère, arrosée de boissons importées et de nourriture que je pouvais à peine m'offrir dans le mois. J'ai demandé si je pouvais entrer, laisser mes valises, me reposer un peu du voyage. Raphaël a hésité, a regardé derrière lui vers les amis qui regardaient déjà avec curiosité pour voir qui était la vieille à la porte, et puis, avec une expression de pur agacement, a dit que je pouvais entrer mais que je reste dans une chambre au fond parce qu'il ne voulait pas que sa grand-mère l'embarrasse devant ses amis.
L'embarrasser? Chaque mot était comme un coup de poignard dans mon cœur. Je suis entrée dans cet appartement en sentant mes jambes trembler. L'endroit était immense, bien décoré, avec des meubles chers, une télévision géante au mur, tout ce qu'il y a de mieux. Et là était mon petit-fils, le même qui m'avait appelé en pleurant pour demander de l'argent pour manger, donnant une fête qui avait certainement coûté des milliers d'euros. Raphaël m'a conduite à une petite chambre au fond et m'a dit de rester là, que nous parlerions plus tard, que maintenant il devait retourner auprès des invités. Je suis restée seule dans cette chambre, écoutant le son de la fête de l'autre côté de la porte, sentant mon monde s'effondrer. Je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais. Tout cela, tout ce luxe, toute cette ostentation, était possible grâce à mon argent? Grâce aux économies que moi et Arnaud avions accumulées pendant toute une vie de travail et de sacrifice? J'ai commencé à pleurer, silencieusement, seule dans cette chambre pendant que mon petit-fils fêtait avec des inconnus. Je suis restée là pendant des heures. La fête continuait, de plus en plus bruyante, de plus en plus incontrôlée. Je n'avais pas le courage de sortir de cette chambre, je n'avais pas le courage d'affronter cette situation. Vers 8 heures du soir, j'ai essayé d'appeler Arnaud, j'avais besoin d'entendre sa voix, j'avais besoin de réconfort. Mais il ne répondait pas. J'ai appelé une fois, 2, 3, 5 fois. Rien. Cela a commencé à m'inquiéter car Arnaud répondait toujours à mon téléphone, surtout quand je voyageais. J'ai essayé de me calmer en pensant qu'il pouvait dormir, ou être sous la douche, ou que le téléphone était déchargé. Mais quelque chose en moi, cette intuition qu'on développe après des années à vivre avec quelqu'un, me disait que quelque chose n'allait pas. Très mal. Vers 10 heures du soir, la fête a finalement commencé à se vider. J'ai entendu Raphaël dire au revoir aux amis, le désordre être partiellement rangé, et finalement il a frappé à la porte de la chambre où j'étais. J'ai ouvert la porte et il est entré avec une expression fatiguée, agacée, comme si j'étais un poids, un problème qu'il devait résoudre. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai demandé directement à propos de l'argent, des fêtes, de toute cette ostentation alors qu'il me disait être dans le besoin. Raphaël a haussé les épaules, sans aucun remords, sans aucune honte, et a dit qu'il devait vivre, qu'il méritait de s'amuser, qu'il était à l'âge de profiter de la vie. J'ai demandé s'il avait menti sur les dettes, sur le chômage, sur toutes les urgences. Il a ri, un rire cynique que je n'aurais jamais imaginé entendre de mon propre petit-fils, et a dit que ce n'était pas exactement des mensonges, juste des exagérations nécessaires pour obtenir l'argent dont il avait besoin. Que j'avais de l'argent de côté de toute façon, que cela ne me manquerait pas à une vieille qui sort à peine de chez elle, et qu'il utilisait cet argent mieux que je ne l'utiliserais. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. J'ai essayé d'argumenter, j'ai essayé de lui faire comprendre la gravité de ce qu'il avait fait, mais Raphaël s'en fichait tout simplement. Il a dit que j'étais dramatique, que les grands-mères existent pour aider les petits-enfants, que je devrais me sentir heureuse de pouvoir contribuer à son bonheur. À ce moment, mon portable a sonné. C'était la voisine, celle qui devait garder un œil sur la maison. Ma main tremblait tellement que j'ai eu du mal à répondre. Et sa voix était désespérée. Elle a dit qu'Arnaud était emmené en ambulance à l'hôpital, qu'elle l'avait trouvé tombé par terre dans le salon cet après-midi, inconscient, et qu'elle avait immédiatement appelé les secours. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Arnaud était à l'hôpital et j'étais là, à 700 km de distance, ayant été trompée par mon propre petit-fils. J'ai commencé à crier, à pleurer, je suis entrée dans un désespoir total. Raphaël, au lieu de montrer de l'inquiétude ou d'offrir de l'aide, a simplement levé les yeux au ciel et a dit que j'exagérais, que ce n'était probablement rien de grave, que les vieux ont toujours ces frayeurs de santé. Vieux? Il parlait d'Arnaud, l'homme qu'il avait toujours traité avec respect, qui n'avait jamais refusé d'aide quand il en avait besoin, comme s'il n'était qu'un désagrément. J'ai pris mes valises avec les mains tremblantes et j'ai dit que je partais immédiatement. Raphaël a dit qu'il n'y avait plus de bus à 7 heures, que je devrais attendre le lendemain. Je m'en fichais. Je suis descendue en courant ces escaliers, je n'ai même pas attendu l'ascenseur, et je suis sortie dans la rue désespérée à la recherche d'un taxi. J'en ai finalement trouvé un et j'ai demandé qu'on m'emmène à la gare routière. Pendant tout le trajet, j'appelais frénétiquement la voisine, l'hôpital, essayant d'avoir des nouvelles d'Arnaud. J'ai finalement réussi à parler à une infirmière qui m'a passé un médecin. Ce qu'il m'a dit a glacé mon sang dans mes veines. Arnaud avait eu un AVC, un accident vasculaire cérébral grave. Selon les médecins,
il était resté inconscient par terre dans la maison pendant plus de 12 heures avant d'être trouvé par la voisine. 12 heures. Si j'avais été à la maison, si je n'étais pas partie dans ce maudit voyage pour voir ce petit-fils ingrat, j'aurais pu secourir Arnaud à temps. Le médecin a dit qu'il était dans un état très grave, que les prochaines heures seraient cruciales, et que je devais arriver le plus vite possible si je voulais le voir vivant. Je suis arrivée à la gare routière et il n'y avait plus de bus pour ma ville cette nuit-là. Le prochain ne partait qu'à 6 heures du matin le lendemain. J'ai paniqué totalement. J'ai commencé à demander aux chauffeurs de taxi, aux conducteurs d'application, à n'importe qui pourrait me ramener chez moi. J'ai finalement trouvé un conducteur d'application qui a accepté de faire le long voyage, mais il demanderait presque 1 000 €. Je me fichais du prix, j'ai payé tout ce qu'il demandait et nous sommes partis immédiatement. Pendant ces longues heures de voyage de retour, je n'ai pas pu fermer les yeux une seule seconde. Mon esprit n'arrêtait pas de penser à Arnaud seul à l'hôpital, luttant pour sa vie, pendant que j'avais abandonné pour aller rendre visite à un petit-fils qui ne voulait que mon argent. La culpabilité me consumait vivante. Arnaud m'avait prévenu, avait eu des doutes sur Raphaël, et je n'avais pas écouté. J'avais choisi le sang au lieu de la raison, et maintenant l'homme que j'aimais était en train de mourir à cause de MOI. Je suis arrivée à l'hôpital vers 6 heures du matin du dimanche. J'ai couru dans les couloirs jusqu'aux soins intensifs où Arnaud était hospitalisé. Quand je l'ai vu dans ce lit, plein de tubes, avec des appareils qui bipaient partout, pâle, gonflé, presque méconnaissable, mes jambes ont lâché et je suis tombée à genoux par terre en pleurant. Une infirmière m'a aidée à me relever et m'a emmenée parler avec le médecin responsable. La situation était très grave. L'AVC avait affecté une grande partie du cerveau d'Arnaud. Il était dans le coma induit, et même s'il survivait, il aurait probablement des séquelles permanentes. J'ai passé toute la journée dans cet hôpital, priant, suppliant Dieu de sauver Arnaud, de me donner une chance de faire les choses correctement. En fin d'après-midi, mon portable a sonné. C'était Raphaël. Pour la première fois, j'ai ressenti de la haine en voyant son nom sur l'écran. J'ai répondu et, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai déversé toute ma colère, toute ma déception, toute ma douleur. J'ai dit qu'il m'avait trompé, volé, utilisé ma confiance et mon amour de grand-mère de la façon la plus cruelle possible. Raphaël a essayé de se défendre, a dit que j'étais injuste, qu'il n'était pas responsable de ce qui était arrivé à Arnaud, que c'était des choses séparées. Injuste? Il m'a traité d'injuste? J'ai raccroché au nez et, à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé la banque. Oui, j'avais mis Raphaël comme cotitulaire de mon compte courant des mois auparavant, quand il m'avait convaincu que ce serait plus facile pour moi de transférer de l'argent au cas où il aurait besoin en urgence. Mais heureusement, le compte d'épargne où il restait encore environ 15 000 € de nos économies était uniquement à mon nom. J'ai demandé au directeur de la banque de retirer Raphaël comme cotitulaire du compte courant immédiatement et de transférer tout l'argent de l'épargne vers un nouveau compte que j'ouvrirais. Le directeur, reconnaissant ma voix et sachant que j'étais une cliente ancienne de la banque depuis plus de 30 ans, a tout fait par téléphone, confirmant mon identité avec des questions de sécurité. J'ai ressenti un petit soulagement en sachant qu'au moins cet argent qui restait était en sécurité, protégé des griffes de mon petit-fils profiteur. Arnaud est resté dans le coma induit pendant 5 jours. Ce furent les 5 jours les plus longs de ma vie. Je ne quittais pas l'hôpital, je dormais sur des chaises inconfortables dans la salle d'attente, je mangeais quand une infirmière gentille m'obligeait à avaler quelque chose. Je priais sans arrêt, je faisais des promesses à tous les saints, je suppliais pour le pardon que je pensais ne pas mériter. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu choisir un petit-fils manipulateur au lieu de l'homme qui avait toujours été à mes côtés? Le 6e jour, les médecins ont essayé de réveiller Arnaud du coma induit. Ce fut le moment le plus tendu de ma vie. J'étais là, tenant sa main, murmurant à son oreille de ne pas me laisser seule, de revenir vers moi. Et il a ouvert les yeux. Mon Arnaud a ouvert les yeux. J'ai tellement pleuré que j'ai pensé que j'allais m'évanouir là même. Mais la joie a duré peu quand j'ai réalisé qu'il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger le côté droit de son corps, et ne semblait pas me reconnaître immédiatement. Les médecins ont expliqué que les séquelles de l'AVC étaient graves. Arnaud avait perdu les mouvements du côté droit, devrait réapprendre à parler grâce à l'orthophonie, et sa mémoire récente était affectée. Cela pourrait prendre des mois, peut-être des années de kinésithérapie et de rééducation, et même ainsi il ne redeviendrait peut-être jamais ce qu'il était avant.
Chaque mot du médecin était comme un coup de poing dans mon estomac. J'avais causé cela. Ma négligence, mon aveuglement, mon mauvais choix avaient mis Arnaud dans cette situation. Pendant toute cette période à l'hôpital, Raphaël a essayé de m'appeler plusieurs fois. J'ignorais tous les appels. Jusqu'à ce qu'un jour il envoie un message disant que son compte avait été bloqué, qu'il ne pouvait plus accéder à mon argent, et exigeant des explications. Exigeant. Comme s'il avait le droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué son numéro et j'ai décidé que cet ingrat n'existait plus pour moi. Arnaud est resté hospitalisé pendant 3 semaines. Quand il a finalement eu son congé pour continuer le traitement à la maison, j'ai engagé une kinésithérapeute, une orthophoniste, et j'ai adapté toute la maison à ses besoins. J'ai utilisé l'argent qui restait de nos économies pour payer tous ces professionnels, pour acheter les équipements nécessaires, pour garantir qu'il ait le meilleur traitement possible. Chaque centime dépensé était une tentative de racheter ma culpabilité, de réparer les dégâts que j'avais causés. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Arnaud progressait lentement. Il a réussi à dire quelques mots avec l'aide de l'orthophoniste, à récupérer quelques mouvements du bras droit grâce à la kinésithérapie, et a commencé à me reconnaître pleinement à nouveau. Mais ce n'était plus le même homme. La joie dans ses yeux avait été remplacée par une profonde tristesse, et je savais qu'une partie d'elle était à cause de moi, à cause de mon choix. Un jour, environ 2 mois après avoir quitté l'hôpital, Arnaud a réussi à articuler une phrase complète pour la première fois. Il m'a regardé et a dit, avec cette voix traînante et difficile que l'AVC lui avait laissée, « Tu avais raison, sur Raphaël. » J'ai commencé à pleurer désespérément. Non, je n'avais pas raison sur Raphaël. J'avais été sotte, aveugle, ingrate. Arnaud a essayé de me consoler, même dans la condition limitée où il se trouvait, il a essayé d'essuyer mes larmes avec la main gauche qui fonctionnait encore correctement. C'est à ce moment que j'ai réalisé la grandeur de l'amour de cet homme pour moi. Même ayant été ignoré, même ayant vu ses avertissements méprisés, même ayant failli mourir à cause de mon entêtement, il ne gardait pas de rancune, ne me blâmait pas, ne m'abandonnait pas. Il était là, à mes côtés, essayant de me consoler de ma propre douleur. Combien de personnes dans ce monde peuvent dire qu'elles ont trouvé un amour comme ça? Et j'avais mis tout cela en danger à cause d'un petit-fils profiteur. Pendant ce temps, Raphaël essayait de me contacter de toutes les façons possibles. Il créait de faux profils sur les réseaux sociaux, appelait de différents numéros, est même apparu une fois à la porte de la maison. Je n'ai pas ouvert. J'ai crié à travers la porte qu'il avait fait son choix, qu'il avait choisi les fêtes et l'alcool au lieu de la famille, et qu'il devait maintenant vivre avec les conséquences. Il a crié en retour que j'étais une vieille égoïste, que l'argent était à lui de droit, que je lui devais pour toutes les années où il était resté loin à cause de la séparation de ses parents. C'était la goutte d'eau. J'ai ouvert la porte et, pour la première fois de ma vie, j'ai affronté mon petit-fils. J'ai dit qu'il n'avait droit à rien, que chaque centime que j'avais gagné l'avait été avec ma sueur et mon sang, que la séparation de ses parents n'était pas ma faute, et qu'il était devenu exactement le type de personne que j'avais toujours craint qu'il devienne, quelqu'un sans caractère, sans empathie, sans amour véritable pour rien d'autre que l'argent et les divertissements. Raphaël m'a regardé avec tant de haine que j'ai eu du mal à reconnaître le garçon que j'avais un jour tenu dans mes bras. Et elle a dit que j'allais le regretter, qu'il raconterait à tout le monde quel genre de grand-mère j'étais, abandonnant un petit-fils en difficulté. J'ai ri à son nez. Abandon ? Moi qui avais transféré 40 000 € en croyant à ses mensonges ? Moi qui avais voyagé 700 km pour le voir ? Je lui ai dit de faire ce qu'il voulait, de raconter à qui il voulait, mais qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans ma maison ou dans ma vie. Il est parti en claquant la porte et, jusqu'à aujourd'hui, n'a plus jamais essayé de me contacter. Les mois ont continué à passer et Arnaud continuait à s'améliorer, lentement mais constamment. La kinésithérapie faisait effet, il pouvait déjà marcher avec l'aide d'une canne, il articulait déjà des phrases plus complexes, il souriait à nouveau vraiment. Mais quelque chose avait aussi changé en moi. J'avais appris, de la façon la plus douloureuse possible, que le sang n'est pas toujours plus fort que le caractère, que la famille ne signifie pas toujours la loyauté, et que parfois les personnes que nous choisissons pour notre vie sont plus importantes que celles qui partagent notre ADN. Un jour, j'aidais Arnaud dans ses exercices de kinésithérapie quand il m'a regardé avec ses yeux que j'aimais tant et m'a dit, avec beaucoup d'efforts mais clairement, « Je ne t'en veux pas. »
Ces mots ont brisé toutes les barrières que j'avais construites autour de mon cœur. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Comment cet homme pouvait-il être si généreux, si noble, si pur après tout ce qui s'était passé? Comment pouvait-il me pardonner alors que je ne pouvais pas me pardonner moi-même? Arnaud a continué. Tu aimais ton petit-fils. C'est normal. Mais non, ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal d'avoir ignoré les signes, d'avoir été aveugle aux manipulations, d'avoir choisi le sang au lieu de la raison. Ce n'était pas normal d'avoir mis en danger la vie de l'homme que j'aimais pour satisfaire les caprices d'un jeune égoïste et sans scrupules. Je me suis agenouillée à côté de lui et j'ai juré que je passerais le reste de ma vie à compenser cette erreur, à être la meilleure compagne possible, à ne plus jamais le décevoir. Les semaines suivantes ont été remplies de petites victoires. Arnaud a réussi à faire quelques pas sans la canne, juste en s'appuyant sur mon bras. Il a recommencé à lire, même si c'était lentement. Il a même recommencé à sourire de cette façon particulière qu'il avait quand il me regardait avec amour. Chaque progrès était une célébration, chaque petit pas en avant était une victoire contre l'AVC qui avait tenté de nous séparer. Un après-midi, environ 4 mois après l'AVC, nous étions assis dans le jardin de notre maison, profitant du soleil doux de l'après-midi. Arnaud tenait ma main avec sa main gauche, celle qui fonctionnait bien, et nous regardions les oiseaux qui venaient se nourrir dans la mangeoire que nous avions installée des années auparavant. C'était un moment de paix, de tranquillité, quelque chose que je pensais ne plus jamais avoir après tout ce qui s'était passé. Arnaud s'est tourné vers moi, avec beaucoup d'efforts mais une détermination visible, a dit « Je veux t'épouser ». Mon cœur s'est arrêté. Nous vivions ensemble depuis 15 ans, nous nous considérions déjà comme mariés de fait, mais il n'avait jamais été question de formaliser notre union. Je lui ai demandé pourquoi maintenant, après tout ce qui s'était passé. Il a souri, ce sourire qui illuminait toujours mes jours les plus sombres, et a dit « Pour que tu saches que je te choisis chaque jour ». Ces mots ont été comme un baume sur toutes mes blessures. Arnaud me choisissait, tous les jours, même après tout ce qui s'était passé, même après avoir été ignoré et presque être mort à cause de mes mauvaises décisions. Comment avais-je pu avoir la chance de trouver un amour comme celui-là? J'ai dit oui, évidemment. J'ai dit oui en pleurant, en riant, en le serrant dans mes bras aussi fort que je le pouvais sans lui faire mal. Nous nous sommes mariés 2 mois plus tard, dans une petite cérémonie intime avec seulement quelques amis proches et la voisine qui avait sauvé la vie d'Arnaud. Ce fut le plus beau jour de mes 78 ans. Voir Arnaud en costume, même s'il avait besoin d'une canne et que son sourire était un peu de travers à cause de l'AVC, était la chose la plus belle que j'avais jamais vue. Nous avons échangé nos vœux, et quand il a dit qu'il me prendrait comme épouse dans la santé et dans la maladie, dans les bons et les mauvais moments, j'ai compris la vraie signification de l'amour inconditionnel. Raphaël n'était évidemment pas invité au mariage. Je n'ai même pas pensé à l'informer. Pour moi, il avait cessé d'exister le jour où j'ai découvert ses mensonges et ses manipulations. Certains amis m'ont dit que j'étais trop dure, que le sang est le sang, qu'un jour je le regretterais. Mais je savais dans mon cœur que certaines trahisons sont impardonnables, certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Environ 6 mois après notre mariage, j'ai reçu une lettre. C'était de Béatrice, l'ex-femme de mon fils et la mère de Raphaël. Dans la lettre, elle s'excusait pour tout ce qui s'était passé. Elle disait qu'elle avait découvert que Raphaël avait arnaqué plusieurs personnes, pas seulement moi, et qu'elle était horrifiée par ce que son fils était devenu. Elle disait qu'elle avait essayé de l'éduquer avec des valeurs, mais qu'à un moment donné il avait pris un mauvais chemin et elle ne savait plus comment le ramener. Béatrice me demandait si nous pouvions parler, si elle pouvait venir me rendre visite. Elle disait qu'elle se sentait responsable et qu'elle voulait comprendre comment les choses en étaient arrivées là. J'ai montré la lettre à Arnaud et nous en avons parlé longuement. Il m'a dit que la décision était mienne, qu'il me soutiendrait quoi que je décide. Après beaucoup de réflexion, j'ai accepté de la rencontrer. Béatrice est venue me voir 2 semaines plus tard. Elle avait beaucoup vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue, des années auparavant. Elle avait l'air fatiguée, triste, portant le poids de la culpabilité d'une mère qui voit son enfant prendre de mauvaises décisions. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté comment Raphaël avait toujours été un enfant difficile, comment après la séparation il était devenu de plus en plus rebelle, de plus en plus obsédé par l'argent et le statut social. Elle m'a dit que Raphaël avait contracté des dettes énormes avec des prêts pour maintenir un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre.
Les 40 000 € que je lui avais donnés avaient à peine couvert une partie de ses dettes, et maintenant il était poursuivi par des créanciers et même menacé par des personnes dangereuses. Une partie de moi a ressenti de la pitié. Après tout, c'était encore le garçon que j'avais un jour tenu dans mes bras. Mais la partie la plus forte de moi, celle qui avait appris la leçon la plus dure, savait que Raphaël devait faire face aux conséquences de ses actes. J'ai dit à Béatrice que j'étais désolée pour ce qu'elle traversait en tant que mère, mais que je ne pouvais plus aider Raphaël. Que l'argent que j'avais restant devait servir à prendre soin d'Arnaud et à assurer notre fin de vie dignement. Que Raphaël était un adulte et devait apprendre à résoudre ses propres problèmes sans manipuler et tromper ceux qu'il aimait. Béatrice a hoché la tête, les larmes aux yeux, et a dit qu'elle comprenait. Nous nous sommes embrassés en nous disant au revoir, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. La vie a continué. Arnaud a continué à s'améliorer, lentement mais sûrement. Il a récupéré près de 70% de sa mobilité du côté droit, sa parole est devenue beaucoup plus fluide, et sa mémoire s'est complètement rétablie. Les médecins disaient que c'était presque miraculeux, que peu de patients se rétablissent aussi bien après un AVC aussi grave. Je sais que c'était à cause de l'amour. L'amour que nous avions l'un pour l'autre, l'amour qui l'a fait se battre pour revenir vers moi, l'amour qui m'a donné la force de prendre soin de lui sans jamais me plaindre. Un an après l'AVC, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial. Nous avons utilisé une partie de nos économies pour faire un petit voyage. Rien d'extravagant, juste une semaine dans une maison à la campagne, loin de tout, juste nous deux et la nature. Ce furent les 7 jours les plus paisibles de ma vie. Nous marchions lentement dans les sentiers, Arnaud s'appuyant sur sa canne et sur mon bras, nous regardions les couchers de soleil, nous parlions de tout et de rien. Une nuit, assis sur le porche de cette petite maison, regardant les étoiles, Arnaud m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Je ne changerai rien de ce qui s'est passé ». J'ai été choquée. Comment pouvait-il dire cela après tout ce qu'il avait souffert ? Il a continué, parce que cela nous a montré ce que nous sommes vraiment l'un pour l'autre. Cela nous a prouvé que notre amour est plus fort que n'importe quelle adversité. J'ai pleuré cette nuit-là, mais c'était des larmes de gratitude. Gratitude d'avoir trouvé quelqu'un comme Arnaud, gratitude d'avoir eu une seconde chance, gratitude d'avoir appris, même de la façon la plus difficile, ce qui compte vraiment dans la vie. Ce n'est pas le sang, ce ne sont pas les liens familiaux par obligation. C'est l'amour véritable, celui qui se prouve dans les moments difficiles, celui qui pardonne même l'impardonnable, celui qui choisit de rester même quand partir serait plus facile. Quant à Raphaël, j'ai entendu des rumeurs ici et là. Quelqu'un m'a dit qu'il avait dû déménager dans une autre ville pour échapper à ses créanciers. Quelqu'un d'autre m'a dit qu'il travaillait maintenant dans un travail ordinaire, vivant dans un petit appartement, rien comme le luxe qu'il affichait quand il dépensait mon argent. Une petite partie de moi, cette partie de grand-mère qui ne meurt jamais complètement, a ressenti un pincement de tristesse. Mais la plus grande partie de moi, celle qui a grandi et mûri à travers cette épreuve, savait que c'était la vie qui lui enseignait les leçons que j'aurais dû lui enseigner. Aujourd'hui, plus d'1 an et demi après ces événements terribles, je peux dire que je suis heureuse. Arnaud et moi vivons simplement, avec l'argent qui nous reste, profitant de chaque jour comme si c'était un cadeau. Il marche maintenant presque normalement, parle clairement, et son sourire est revenu complètement. Nous prenons soin de notre petit jardin, recevons la visite d'amis, regardons des films ensemble le soir. Ce sont des choses simples, mais ce sont ces choses simples qui rendent la vie belle.